Cheikh Ahmed spirituel qui disait que la mort, c'est en fait quoi ? C'est la personne, en fait, tu ne la vois plus, c'est comme si elle était dans une autre pièce, mais que toi, tu peux pas accéder encore à cette pièce. Tes sens se sont coupés. Tu ne la vois plus, tu ne l'entends plus, tu ne la ressens plus. Donc, nos sens sont privés, mais nos sens, au sens tangible. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé sur Beurre FM, je suis très content de vous retrouver avec Karima Chadibaou. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, bon matin. Voilà, coach familial, parental, vous avez fondé une école de naturopathie, l'ENAT, à Saint-Ouen. Absolument, oui. Voilà. Vous en faites des choses en ce moment, Karima. Oui. Vous êtes partout, sur les fleuves, dans la forêt. Tiens, on va mettre la musique de la forêt, tenez. Alors ça cartonne, hein, oui. Vous réunissez. Alors c'est parti comme ça, hein, avec une idée, voilà. Groupe de femmes, Karima. Voilà, c'est un cercle de femmes. Donc il faut être une femme pour se retrouver dans ce cercle. Oui, parce que c'est comme son nom l'indique. Voilà, oui, vous savez, hein, on travaille aussi dans ces cercles-là à vraiment faire sortir la féminitude. Alors je parle pas de féminité, je parle de féminitude, c'est-à-dire le principe féminin qui règne en fait dans le monde, qui est un principe universel, et donc d'accompagner les femmes à faire sortir le féminin en elles. Et donc c'est des cercles au sein de la forêt, donc ça commence par une marche méditative et ensuite avec un cercle de partage. Parfois donc on joue du tambour, il y a des Vous jouez du tambour. Moi je joue du tambour. C'est vous. Oui. Ouais. Oui, je joue du tambour et donc pour rappeler en fait ces rythmes un peu primitifs et archétypaux et qui nous amènent en fait à exprimer ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Et de le faire entre femmes, donc dans la confidentialité, au cœur de la forêt, ou dans la nature, avec les éléments, et qu'il pleuve ou qu'il neige, hein, parce que ces cercles, donc les souffleuses de vie, qui s'appellent les souffleuses de vie, donc a vocation à être une fois par mois, durant toute l'année, même s'il pleut, même s'il neige. Voilà, c'est le principe. C'est le principe. Avec les éléments Absolument. qui vont changer l'ambiance. Absolument, parce que la nature nous aide beaucoup en fait à nous recharger, nous régénérer, nous libérer aussi des énergies un peu toxiques et de tout ce qu'on a pu amasser durant la journée, avec des exercices aussi de respiration, pas mal de choses. Bon, et on va prononcer un gros mot, c'est le mot gratuit. Oui. Non mais c'est vrai. Non, c'est gratuit. Alors c'est une participation libre. Parce que d'accord. oui, ça veut dire quoi, participation libre ? Moi, en tout cas, c'est l'intention que j'ai émise de vraiment de faire participer tous ceux qui ne peuvent pas. C'est pas un business, en fait. Non, c'est pas un business du tout. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, il faut le dire, parce que absolument. Il n'y a plus rien de gratuit et moi vraiment de le faire, parce que moi, c'est quelque chose déjà que je fais pour moi-même toute seule. Et je me suis dit, ce serait bien de pouvoir associer d'autres femmes qui n'ont pas l'occasion d'avoir ce temps, ce break-là, de pouvoir se retrouver avec elles-mêmes et de se retrouver dans la sororité avec d'autres femmes qui vivent peut-être les mêmes choses qu'elles. D'accord. Est-ce que vous imaginez le faire quand même dans une version mixte ? Oui, justement, j'y pense. Donc il y a quand même une préparation, parce que c'est des processus en fait de maturation, des processus donc de travail, vraiment de se libérer de toutes les cuirasses en fait, de tout ce qui nous empêche d'être femmes, surtout nous les femmes, pour ensuite aller rencontrer le masculin et pour créer cette alliance en fait du féminin et du masculin, cette projection en fait du couple extérieur. Mais avant de pouvoir être dans ce couple extérieur, il faut d'abord faire alliance avec son couple intérieur, ce féminin et ce masculin en nous. D'accord. Alors, vous allez appeler ça comment, l'expérience ? Alors, je sais pas encore. C'est la rencontre du féminin et du masculin. Donc, je n'ai pas encore trouvé le nom, comment je vais pouvoir l'appeler, mais en tout cas, j'y travaille. Voilà. Bien, alors vous m'avez proposé un sujet. Au début, je me suis dit, oh là là, je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, on a décidé qu'on parlait de tous les sujets. Donc, on va en parler ce matin. C'est comment parler de la mort aux enfants. Oui. C'est jamais trop facile de parler de la mort avec les enfants, parce que ça nous ramène, de toute façon, en tant que parents, à notre propre mort. Absolument. Donc, et les enfants ont plein de questions. Voilà, donc ça fait partie en fait des questions métaphysiques, on les appelle un peu comme ça, que les enfants vont poser. Ils sont très tôt confrontés à la mort. Quand on vient au monde, il y a la vie et il y a la mort. Il y a les deux. Et en fait, on est très mal à l'aise, pas qu'à en parler avec les enfants, mais mal à l'aise déjà nous-mêmes avec ça. Oui, c'est pour ça que je dis que voilà, avec les enfants, ça nous ramène déjà aux propres difficultés qu'on a nous
à évoquer le sujet. Exactement, parce que tout dans notre société et dans notre manière de vivre nous éloigne en fait de la mort, nous éloigne de ça. Alors on va pas en parler comme étant cette fin fatidique qui va arriver, que de toute façon on va tous mourir. Oui, on va tous mourir, mais la mort, c'est le passage en fait à une autre vie. D'accord ? Et ça, que l'on soit croyant ou pas. D'accord ? Ça, je tiens vraiment à le dire. Quand on va parler de la mort, c'est parler de ce passage. C'est parler de cet état, en fait. C'est comme si, moi j'avais beaucoup aimé cette expression-là que j'avais entendue d'un cheikh et qui disait que c'est comme si, en fait, donc un cheikh, un maître spirituel, qui disait que la mort, c'est en fait quoi ? C'est la personne, en fait, tu ne la vois plus, c'est comme si elle était dans une autre pièce, mais que toi, tu ne peux pas accéder à cette pièce. Tu ne peux pas accéder encore à cette pièce. Donc, tes sens sont coupés. Tu ne la vois plus, tu ne l'entends plus, tu ne la ressens plus, dans le sens sensation, c'est-à-dire la toucher. D'accord ? Donc, nos sens sont privés. Mais nos sens, au sens tangible. Mais dans le sens intangible, on reste connecté à cette personne. D'accord ? On reste là, ces derniers jours, j'ai eu beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer. C'est l'actualité qui vous a inspiré, effectivement. Qui m'a inspiré l'actualité, parce qu'on sort, on est en train de sortir, et j'espère que c'est la fin de cette crise, de cette pandémie, où il y a eu beaucoup de morts, et on a été confrontés à la mort, les enfants, les plus grands, et à cette logique, en fait, interne qu'on a, de se dire, c'est les plus âgés qui vont partir. Et quand on voit que ce sont des plus jeunes, ou des personnes qui sont en bonne santé, qui n'avaient rien, et puis qui sont tombées malades et qui sont partis, on réalise en fait, et c'est les questions en fait que me posent beaucoup de parents. Ils me disent, mais en fait on réalise que l'impermanence de la vie, que rien n'est permanent, même pas nous. Je dis oui, ça c'est clair que même pas nous sommes pas permanents. Donc ça veut dire quoi ? Que dans notre projet éducatif aussi avec nos enfants, d'installer des temps pour pouvoir parler de ce passage et pas le faire d'une manière un peu drama, le psychodrame, ça y est, on va mourir, à quel moment on lui parle. La mort, on y est confronté tous les jours. Là, on est cette période-là, on rentre dans l'automne, on voit les feuilles qui tombent des arbres. Je veux dire, c'est un cycle, le cycle de la vie. Alors, ce qui est déroutant, c'est que les enfants attendent des réponses claires à des sujets qui demandent parfois 3 heures. Exactement. Quand un enfant vous dit pourquoi on meurt. Alors, pourquoi on meurt ? Déjà, quand l'enfant pose cette question, on ne va pas lui faire une thèse, d'accord ? Ou lui faire une démonstration ou une leçon de morale de comment c'est. Donc déjà, alors ça c'est un principe qu'on a, nous, dans le courant, dans l'obédience dans laquelle je suis en psychologie, c'est déjà chercher la réalité qu'a l'enfant déjà. Avant de venir remplir son esprit ou son cœur de ce qu'on va expliquer, d'accord ? On va d'abord chercher, explorer la réalité de l'enfant, c'est-à-dire pourquoi on meurt. Intéressant. Déjà, alors moi j'aime bien, parce que le fait de dire que c'est intéressant, ça nous met tout de suite dans la curiosité et pas dans le jugement. Au lieu de lui dire pourquoi tu poses cette question, écoute, non, on va pas parler de choses qui fâchent, ou vas-y, on était bien là, de quoi tu vas nous parler maintenant, d'accord ? Et beaucoup de parents réagissent comme ça parce que c'est un mécanisme de défense, parce que on n'était pas prêt à répondre à ça. D'accord ? Donc de lui dire, ok, intéressant comme question. Et à ton avis, toi, pourquoi on meurt ? Et c'est quoi la mort ? Je suis curieuse de savoir ce que toi, qu'est-ce que tu penses de la mort ? C'est quoi la mort pour toi ? Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il sait déjà. Et les enfants savent sur la mort. Faut pas s'imaginer parce qu'ils vous posent la question qu'ils n'ont pas eux-mêmes déjà des réponses. Exactement. Ils veulent juste confronter leur raisonnement, leur compréhension des choses et voir est-ce que ça matche ou pas avec ce que dit papa, ce que dit maman, ce que dit le prof à l'école. Parce qu'ils sont confrontés à la mort. Ils ont peut-être eu un animal à la maison, un petit poisson rouge, un chat. Un chat, il a une durée de vie un peu, ça va. Ou un hamster, parce qu'on lui a oublié de lui donner à manger. Ça nous est arrivé. Voilà, un lapin. Est-ce qu'on peut en parler du hamster c'était il s'appelait Praline. Et quand on a déménagé, je sais, on a fait le processus du deuil avec mes enfants. Et franchement, c'était dur. Pourquoi vous l'avez pas nourri ? Non, c'est pas qu'on l'avait pas nourri. En fait, Philippe, on habitait en appartement. Et quand on a déménagé dans la maison, parce qu'on a acheté une maison, on a déménagé, on était contents, on avait un grand jardin. Et les enfants ont dit, maman, il va pouvoir aller dans le jardin et tout. Et moi, pourtant, je viens quand même de la campagne, quoi. J'ai grandi en Corse. Et donc, en fait, on l'a mis dans le jardin. Mais il a été mangé. Voilà, dévoré par
les animaux, en fait, il y avait des rats, des mulots, des je sais pas quoi. Et donc, la loi à la sélection naturelle. Donc, on l'a fait tout un rituel. Le pauvre Praline. Franchement. Donc, les enfants étaient petits à l'époque et c'était, ils disaient, mais comment, mais maman, ça fait... Et donc, la culpabilité, c'est à cause de nous qu'il est mort. Ça, c'est les émotions que les enfants vont ressentir, la culpabilité. L'abandon, il est parti, il nous a laissés. Donc dans le monde des hamsters, dans l'autre monde, et là il est heureux, il est plus dans une roue en train de rouler, de tourner, mais là il est dans un grand jardin et voilà. C'est bien ce que vous dites parce que c'est une transition. Vous parlez de l'autre monde des hamsters. Est-ce que justement quand on parle, alors par exemple si on prend quelqu'un de proche qui meurt dans l'environnement d'un enfant, est-ce qu'on emploie cette expression de il est parti dans l'autre monde des gens? Alors, Parce que moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus qui... Il y en a qui disent oui. Les avis sont partagés. Il y en a qui disent non, on ne dit pas ça parce qu'on ne sait pas. Personne n'a été voir ce qu'il y avait là-bas pour revenir et nous dire ah ben voilà, là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Personne n'a été voir. Il y a des personnes qui disent que non, on ne va pas parler de ça. Alors moi, je trouve que c'est assez anxiogène de dire qu'il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que moi, je suis porteuse de foi, je crois. Voilà, j'ai mes croyances personnelles. On peut pas les partager ou ne pas les partager, mais en tout cas... Il faut préparer une réponse. Pourquoi ? Parce que quand vous ne répondez pas à l'enfant, vous dites qu'il n'y a rien. Le vide, c'est quelque chose qui fait très peur à l'être humain. Parce que l'enfant va vous dire, il est où ? Il va dire, il est où ? Il est dans un autre monde, quelque chose qu'on ne peut pas percevoir par nos 5 sens. Moi, c'est l'explication que je donne. C'est quelque chose, c'est le monde. Je dis, regarde, quand tu respires, est-ce que tu peux voir l'air que tu respires ? Tu ne le vois pas. Moi, dans une première vie, j'étais enseignante. Et quand j'avais les exercices d'expérimentation avec les enfants en maternelle pour leur expliquer l'existence de l'air, je prenais une bassine d'eau avec une paille et je leur faisais souffler dans la paille. Et donc, du coup, il y avait des bulles d'air. Et c'est comme ça que je prouvais l'existence de l'air. D'accord ? Donc, expliquer à l'enfant que il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas par nos 5 sens. Donc, vraiment l'expliquer dans ce sens. Alors, ensuite, on peut dire... Il est dans l'autre monde, dans l'autre vie. Alors moi, je crois en la vie dernière, qu'il y a une autre vie avec d'autres règles, d'autres manières d'être, d'accord ? Et ce que j'explique aussi, ça, je pense que on est tous d'accord là-dessus, que l'être humain, il a quand même une âme. C'est un corps physique, d'accord ? C'est un corps émotionnel, énergétique, c'est un corps mental, c'est-à-dire qui produit de la pensée, mais c'est aussi un corps spirituel. Ça veut dire quoi, spirituel ? Il a un esprit avec cette ouverture du cœur, d'expliquer avec le cœur. Tu ne le vois plus avec tes yeux, mais tu peux le voir avec les yeux de ton cœur. Tu ne l'entends plus avec tes oreilles physiques, mais tu peux l'entendre avec les oreilles de ton cœur et te remémorer les paroles qu'il te disait. C'était un grand-père, un ami, son petit animal, d'accord ? Donc vraiment, moi je ne suis pas pour dire qu'il n'y a rien. Et c'est pas parce que je suis croyante, mais je ne suis pas parce que ça crée. Parce que c'est anxiogène. C'est anxiogène. C'est angoissant. Mais il est où alors ? Attends, mais ça veut dire quoi ? Et j'ai vu des enfants terrifiés, des adultes aussi terrifiés. Maintenant, rien ne nous empêche de créer un imaginaire autour de ce monde et dans lequel on va mettre cette personne qu'on a aimée et qu'on a chérie, tout simplement. Et comment parler de la mort aux enfants avec Karima Chadi-Baou. Les enfants sont des éponges, ils sentent quand quelque chose ne va pas. C'est pas la peine de le cacher. De toute façon, ils le voient bien. Absolument. Puisqu'ils nous connaissent. Donc, Oui, ils voient qu'il se passe quelque chose énergétiquement, ils sentent, leur corps capte l'information. Il y a un truc qui n'est pas normal. Voilà, exactement. Et donc, il faut absolument en parler, dire. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de données. Par exemple, si c'est quelqu'un qui décède après, suite d'une longue maladie, ou même quand c'est brutal, ou quand ça peut être des fois des suicides aussi, parce qu'il y a des situations où quand il y a aussi un suicide. Alors, on va l'expliquer. D'accord ? On va expliquer, mais expliquer, rappelez-vous, l'enfant, il a besoin d'abord d'informations pour se rassurer, déjà, et de lui expliquer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout, on ne va pas rentrer dans comme je le disais tout à l'heure, faire une thèse ou expliquer ce que c'est que la mort ou expliquer que maintenant tu vas rentrer dans une tristesse et puis voilà, t'as moi j'ai beaucoup de parents qui font ça, ils disent oui, on a lu des livres sur le deuil et on a vu qu'il y avait les étapes du deuil, on a lu Elisabeth Kubler-Ross, voilà, donc la dame qui est décédée maintenant, qui a vraiment parlé de la mort et qui a enlevé les étapes du deuil, les 7 étapes du deuil, et que c'est plus un tabou. Donc on va pas aller détailler tout le processus, sachant qu'on passe pas tous par ce processus-là. D'accord ?
Donc, je vous en prie. Donc, expliquer, donner des informations et par rapport au niveau de l'enfant, c'est-à-dire à son âge aussi. S'il a 5 ans, on va pas lui dire qu'il s'est endormi. Alors, beaucoup de parents disent, ben oui, il dort. Eh ben, alors, du coup, l'enfant va avoir peur d'aller dormir. Parce qu'il dit, ben si moi aussi je dors et que j'ouvre plus mes yeux et je me réveille plus, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Donc, ni il s'est endormi, ni il est parti en voyage. Ben, on attend quand est-ce qu'il revient de voyage. Et ça, c'est souvent quand c'est un des parents qui décède. C'est-à-dire quand l'enfant est petit et soit c'est le père ou soit c'est la mère qui est décédée et on a peur, en fait, de le blesser, en fait, de lui faire du mal. Moi, ça m'est arrivé. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai accompagné des enfants qui ont perdu, donc un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans. Qui ont perdu leur maman suite à une maladie, un cancer. Et toute la famille disait, faut pas le dire aux enfants, faut pas le dire aux enfants. Et moi, le papa donc est venu me voir et il m'a dit, voilà, Karima, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, non, il faut leur dire. Je dis, on va le dire avec des mots simples et il faut qu'ils voient le cercueil. Alors, quand on a fait, donc je me suis occupée des enfants, j'ai emmené les enfants, il y a eu la prière. Attendez, parce que on dit, oui. Il faut leur dire. Oui. Il faut leur dire quoi? Parce que en fait, longtemps, il y avait cette idée qu'il ne fallait pas dire la mort aux enfants. Non, il faut le dire. Pour les préserver. Mais quand vous dites il faut le dire quoi? Est-ce qu'il faut prononcer le mot maman est morte? Oui, maman est morte. Maman, elle a souffert d'une maladie. Il y a le cœur qui fonctionnait plus, il y a quelque chose, c'est-à-dire expliquer, donner des choses factuelles et concrètes pour que l'enfant puisse se les représenter et puisse avoir aussi, j'allais dire les maîtriser ou les contrôler, mais parce que ça va l'aider justement à construire, déjà rentrer dans le deuil, d'accord, à construire son deuil et pouvoir justement ne pas rester sur la peur. Si on lui dit pas, comment est-ce qu'il va, alors que son corps, on l'a dit tout à l'heure, a capté l'information qu'il se passe quelque chose. Mais alors donc maman est morte. Donc on prononce le mot. On prononce le mot. Après il y a la question. Maman est morte ou maman est décédée. Voilà, elle arrivait à un terme. À la fin de sa vie. Elle arrivait à la fin de sa vie, de cette vie terrestre. Mais après, vous savez qu'il y a la question. Alors, deuxième question, c'est est-ce qu'il faut qu'il voit le corps de maman morte ou pas? Alors, personnellement, moi je suis pour. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai accompagné beaucoup d'enfants, des petits garçons qui ont perdu leur papa. Ben, ça c'était l'année dernière, il y a 1 an. Alors j'ai failli me faire, pas dans cette situation-là, mais dans l'autre, parce qu'on est arrivé à la mosquée, donc il y avait la prière funèbre et tout ça, et j'ai dit les enfants doivent assister. Pourquoi? Parce que le fait de voir l'hommage qu'on est en train de faire à la maman, les gens qui prient pour elle, là c'est dans la communauté des croyants, d'accord? Celle que je connais. Après, quand c'est pas des croyants, je sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a la nécessité d'avoir un rituel. Le rituel, c'est quoi? C'est ce qui nous fait passer d'un état à un autre. Si on empêche l'enfant d'accéder à ce rituel de passage d'un état à un autre, on le prive de quelque chose. Ceux qui sont les partisans du mensonge vous disent c'est pour éviter de lui faire de la peine, c'est pour le préserver. Mais ça, c'est passé là, c'est ma peine à moi, l'adulte. C'est préserver moi en tant qu'adulte avec mes yeux d'adulte. C'est parce que ça me fend tellement le cœur de voir cet enfant qui a été abandonné, parce qu'on le vit comme ça. Il a abandonné sa mère. Comment il va grandir sans sa mère? Comment il va? Comment il va? Mais il a son chemin de vie. Et il y a quelque chose pour lui aussi. Il faut croire, il faut avoir cette espérance en la vie et cet optimisme en la vie que même s'il n'a plus sa mère, il va y avoir tout autour. Il y a les tatas, les tontons. Il y a toutes ces personnes en fait qui vont créer ce cocon pour le soutenir et pour l'aider. Vous voyez, Philippe? C'est-à-dire que Karima, quoi qu'il arrive, l'enfant peut entendre la vérité et la vérité est préférable au mensonge. Mais ça, c'est clair et net. Et moi, je vous dis, j'ai vécu un moment incroyable avec les enfants pendant qu'ils étaient en train de faire la cérémonie de la maman. Donc, je leur ai expliqué, je leur ai dit, voilà, maman, maintenant, maman, elle est toujours là. Si tu fermes les yeux, tu vas la voir. Et je lui dis, ferme les yeux. Et il me dit, oh, elle est habillée avec sa plus belle robe, elle porte son plus beau collier et elle a mis son plus beau foulard. Et je lui dis, et elle me dit au revoir. Et mais des trucs incroyables. Autoriser, en fait, créer cet espace,
sécuriser, bien sûr, on va pas les lâcher comme ça, les enfants, leur dire, ben voilà, ça c'est le cercueil, c'est ta mère, elle est partie, voilà, elle est plus là, bon maintenant tu vas vivre sans elle. C'est pas ça, c'est on accompagne. Comment on accompagne ? On observe, on écoute, on explore, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir. D'accord ? Pourquoi ? On est en train d'aider le corps, d'abord, qui est le récipient, le corps à faire le deuil, pour que ça puisse donc ensuite arriver au cœur, parce que le cœur souffre, je suis séparée. Vous savez, les enfants, dans les stades du développement, à l'âge de 8 mois, moi je me souviens, mes enfants, à l'âge de 8 mois, quand maman sort de la pièce et qu'elle rentre, il est déjà en train d'expérimenter donc la séparation. Et on parle de l'angoisse de séparation à cet âge-là. D'accord ? Parce que maman est sortie de la pièce, il ne la voit plus, donc, et on parle de la séparation comme étant la petite mort. Pourquoi ? Parce que l'enfant a besoin, en fait, de développer tout ce processus d'individuation. D'accord ? Je ne veux pas perdre nos auditeurs, avec tous ces mots un peu savants, mais simplement dire que la séparation, la mort fait partie de la vie. Et si je veux grandir, d'accord ? Si je veux grandir, je veux m'élever, j'ai besoin de vivre ces moments de séparation. Si on est face à un moment de sidération de la part de l'enfant. Oui. Ça peut arriver. Ah, bien sûr que ça peut arriver, c'est en état de choc. Voilà. D'accord. Qu'on est, donc paralysé, tétanisé, j'arrive le choc, plus. La sidération, qui est un état qui arrive chez les gens qui sont face à un choc violent. Oui, et ça peut être soit la sidération. Vous savez, il y a trois réactions, ce qu'on appelle les réactions archétypales, que chaque être humain a face à une situation violente, traumatisante, violente. Soit c'est la sidération, donc la paralysie, la tétanie. Je comprends pas, ça monte pas là. J'arrive pas à l'analyser. Je suis toujours aux prises avec mes émotions, d'accord, et qui me tétanise, qui me bloque. Soit on est dans la fuite, non, ça n'existe pas. Non, j'ai rien entendu, c'est la fuite, l'évitement, le déni. Ouais. Ou alors, on est dans l'attaque. L'attaque, c'est quoi ? C'est-à-dire, non, en vouloir à celui qui est parti, s'énerver, être en colère, frapper, crier, hurler, et dire non, je veux pas être vraiment dans cette énergie qui est très haute, parce qu'il faut apprendre à la contenir, cette énergie, que ce soit la sidération, la fuite ou l'attaque. D'accord ? Donc, dans cette sidération, il va falloir aussi... alors moi, je dis souvent, quand on est en sidération, c'est pas le moment d'expliquer. Parce que le cerveau ne peut pas capter. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Pourquoi c'est pas le moment ? Parce que je suis aux prises avec une émotion qui est forte, qui est puissante, qui m'a envahi. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Qu'il faut que je crée un espace pour contenir cette émotion et accompagner cette personne. Je vais pas lui dire oui, mais en fait tu verras, c'est ta maman qui est partie ou c'est ton papa qui est mort et qui n'est plus là et que c'est normal que tu vas voir nanani nanana. Alors moi ça m'énerve ces trucs comme ça. Mais la personne elle l'écoute même pas. Elle n'a pas la possibilité d'écouter, d'entendre ce qui est dit. Pourquoi ? Parce qu'elle est aux prises avec les émotions et il va falloir calmer les émotions et dire oui. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps ? Donc, on va aider la personne à verbaliser, d'accord ? Et même à externaliser, c'est-à-dire à faire sortir d'elle cette émotion qui la tétanise et qui la paralyse. Comment tu te sens dans tes jambes ? Comment tu te sens dans tes mains, dans tes bras ? Qu'est-ce que tu te dis à propos de toi-même, là, ici et maintenant, dans ce qui se passe ? Et une fois que la personne a commencé à verbaliser, on va lui dire, ok, très bien, allez, respire. Alors, c'est des techniques que nous, on utilise en thérapie, quand on accompagne justement des gens. Et la sidération, elle peut rester pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Moi, j'ai reçu cette semaine, je vous dis, c'était cette semaine-là, c'était le thème de mes consultations. Et une dame qui a perdu son mari, qui est décédée suite à une maladie aussi, et qui est en sidération. Ça fait 2 ans et demi et qui est en sidération. Alors, nous, on a les signes physiologiques pour voir ça. La pupille dilatée, d'accord, et en mode alerte. Le moindre petit truc, donc tous les sens sont en alerte, et donc elle peut pas en fait se poser un moment et réfléchir et penser, tout simplement penser. Donc il faut accueillir d'une manière inconditionnelle ces émotions et ce qui se passe en la personne, pour ensuite donner du sens et expliquer. Voilà, comment est-ce qu'on parle de la mort avec des enfants ? Karima Chadibaou est avec nous, et comment annoncer la nouvelle quand soi-même on est en train de gérer ses propres émotions. Oui. Qui doit le dire à l'enfant ? Quelle est la personne la plus adaptée en fait ?
Alors, alors moi je dirais que plus la personne est proche de l'enfant et plus c'est pas que c'est simple parce que c'est compliqué, c'est pas facile, d'accord. Et au préalable, la personne en fait qui doit en parler, elle doit faire taire en elle, comme vous l'avez dit Philippe, faire taire cette voix de la peur. Parce que la voix de la peur, elle empêche en fait, elle bloque la voix de la volonté. La volonté, c'est-à-dire du vouloir. Ce que je veux te dire. Donc, de le dire avec des mots simples, voilà. Déjà, alors si la mort arrive et que c'est suite à une maladie, donc déjà préparer aussi les enfants et pas être dans le déni et dire, voilà, elle va s'en sortir, elle va guérir, ou papa voilà, va guérir, papa va guérir, voilà. On reste bien sûr dans l'espérance qu'elle va guérir, d'accord, mais si c'est pas le cas, alors moi je suis pas pour, parce que j'ai vu des médecins annoncer des fois des morts, mais je me dis mais c'est pas possible, un peu beaucoup même, voilà. Mais de le dire avec des mots simples, dire voilà, tu sais, tu te rappelles, rappeler à l'enfant peut-être une histoire, une anecdote où il y a des livres là-dessus. D'ailleurs, on avait partagé une fois dans une émission les livres de Catherine, la fille du docteur Dolto, Kudicho Dolto, et où elle parle justement, j'ai oublié de le ramener, un livre sur la mort expliqué aux enfants avec des illustrations, mais d'une manière simple, et dire voilà, lui rappeler, tu as vu, il y a un cycle, la vie elle a un cycle, et que parfois on est bien, et parfois on est mal, et parfois on peut tomber, parfois on peut, et d'expliquer, de l'amener, de dire voilà, tu as dû le voir aussi toi-même, qu'est-ce que tu penses de l'état de santé de maman, qu'est-ce que tu te dis à propos d'elle, c'est-à-dire vraiment être dans cet échange, et pas de dire voilà, on est armé de notre peur, on veut préserver l'enfant et on va lui dire d'une manière écoute, c'est comme maladroite et ensuite ne pas autoriser l'émotion qui sera suscitée derrière, parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait de tétanie, mais d'autres vont être dans le déni, d'autres dans la colère, vouloir frapper, mordre, dire pourquoi. Il faut le laisser. Il faut le laisser exprimer. Il faut même l'encourager à exprimer ce qui se passe et pas faire taire et dire non. Voilà. Bon, moi je vois beaucoup dans la communauté des croyants, par exemple. Et qui disent voilà, ça y est, écoute, c'est Dieu qui l'a voulu, voilà, il faut dire Alhamdoulilah, il faut dire louange à Dieu, et voilà, mais excuse-moi, j'ai pas perdu un chat, ou j'ai perdu quand même un être cher, d'accord. Et plus la relation, le lien va être fort avec cette personne, et plus le deuil sera difficile, d'accord. Et puis on a aussi d'autres enfants qui disent, et ça je l'ai observé dans les consultations, qui disent mais tu sais, j'ose pas le dire à maman, des enfants qui me disent j'ose pas le dire à maman, mais je suis contente que papa soit parti. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, parce qu'il souffrait tellement. Et maintenant, je sais qu'il est soulagé, je sais qu'il est bien là où il est. Vous voyez ? Donc, l'être humain, il a déjà cet état naturel à arriver vers ce deuil, à le faire, ce deuil. D'accord ? Donc, on ne va pas le brusquer, et chacun a son rythme. Maintenant, si ça fait plus de 2 ans, d'accord, qu'on est... vous savez, les psychologues parlent du deuil pathologique, ils disent au-delà de 8 mois, voire 1 an, on bascule dans un deuil pathologique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire le deuil et qu'on est coincé dans une des étapes, d'accord, soit dans la tristesse profonde, soit dans le déni, soit dans le marchandage. Vous savez, une étape du marchandage, de se dire, par exemple, moi cette semaine, j'ai une dame qui était bloquée dans cette étape-là, d'accord, donc l'accompagner, et qui disait, non, mais des fois je me dis, ça y est, il va rentrer, et peut-être que si je fais ça, peut-être qu'il va revenir. Vous voyez ? Donc cette étape de négociation que peut-être que si et les enfants le disent, si je me comporte mieux, peut-être que papa, maman va revenir. Surtout si on leur dit qu'il est parti. Et surtout exactement. Si on leur dit qu'il est parti, les enfants vont attendre le retour. Le retour, exactement. Est-ce que c'est traumatisant pour un enfant de voir un mort ou pas ? Si c'est accompagné, non, bien sûr, on va pas lui montrer un mort, un accidenté de la route, avec le sang, avec tout ça. Oui. Moi, personnellement... Puisqu'on parlait tout à l'heure, effectivement, le fait de voir la personne défunte. De la voir défunte, ça va nous aider à faire le deuil. Et le corps, même si... Alors ça, c'est extraordinaire, parce que je l'ai observé, c'est vraiment expérimental, Philippe, je l'ai observé, j'ai beaucoup d'enfants, même si le cognitif, notre cerveau ne capte pas l'information, c'est-à-dire il n'a pas la capacité de pouvoir l'analyser, mais le corps, lui, l'a encodé. Vous savez, on parle souvent ici des intelligences multiples. Eh bien, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence somatique, c'est-à-dire l'intelligence du corps,
capte tout de suite l'information et va l'envoyer au cerveau, au néocortex pour pouvoir l'analyser et lui donner justement cette compréhension et cette explication. Donc de voir le mort, oui, une fois qu'il a été lavé, qu'il a été la mise en bière et tout ça, vous voyez, et qu'il est, ça y est, voilà, qu'on voit que le visage pour qu'il puisse lui dire au revoir. Ça, c'est important. D'accord ? Comment on accompagne un enfant qui a beaucoup de chagrin ? Alors, oui. Parce que ça déstabilise quand même beaucoup les adultes, ça, le chagrin de l'enfant. C'est le vrai gros chagrin. Et on n'arrive pas parce qu'on n'a pas de contrôle, on n'a pas de prise dessus. Moi, je dis souvent, déjà, être dans un accueil inconditionnel. D'accord, de ce chagrin. Ne pas juger ce chagrin, pardon, j'ai du mal avec le chat, du chagrin. On a déjà enterré le hamster, on va laisser le chat, Karima. Oui, on va laisser le chat. Mais vous savez que nous, notre chat, on avait un chat, et du coup, mes enfants, vous savez qu'ils ont développé une allergie aux poils de chat parce que justement, ils n'ont pas fait le deuil, et parce que notre chat, nous a quittés. Merlin, il s'appelait Merlin, il nous a quittés. Je sais plus, pourtant, on ne le maltraitait pas, mais il est parti. Un jour, il est parti et il n'est plus revenu. Le chien va bien. Mais le chien Ragnar va bien. Donc je reviens. Ragnar va bien. Au chagrin. Au chagrin. Donc on est en train. Vous voyez comment on fait là ? Vous voyez la stratégie qu'on est en train de mettre de la légèreté parce qu'on est en train de parler du chagrin. Parce qu'effectivement, le vrai chagrin, c'est douloureux. C'est douloureux. De voir un enfant souffrir et d'être triste, pleurer. Exactement. Donc, au lieu de nier ce qui se passe, c'est de lui dire non, allez, arrête. De toute façon, tu sais, on n'a pas de pouvoir là-dessus, on n'y peut rien, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais ça, il le sait, c'est pour ça qu'il a du chagrin. Mais simplement lui dire où ça te fait mal et comment ça te fait mal. Comment ça te fait mal de ne plus avoir ton papa avec toi, de ne plus avoir ta maman avec toi, de ne plus avoir ton ami avec toi, de ne plus avoir ton grand-père ou ta grand-mère ou ton petit frère ou ton petit frère ou ta petite sœur, et qu'est-ce qui se passe en toi vraiment. Et on écoute ce chagrin, on l'écoute. Mais quand je dis vraiment écouter, c'est-à-dire lui vraiment l'écouter avec ses oreilles physiques, l'écouter avec ses yeux, l'écouter avec son cœur et faire la place à ce chagrin. Et ne pas vouloir l'évacuer tout de suite. D'accord ? Et l'écoute, elle peut se faire, on se prend dans les bras et on va penser à cette personne et lui dire à quel point elle nous manque. Et j'ai le droit de verser des larmes. J'ai le droit d'être en colère parce qu'elle est partie, parce que je me sens abandonnée par elle. D'accord ? J'ai le droit de me sentir triste et des moments... Parce que le chagrin, ça, je veux vraiment le dire aux parents, le chagrin, la personne, elle n'est pas toute la journée dans le chagrin. D'accord ? Le chagrin, elle va descendre dans l'émotion, puis remonter, et c'est fluctuant. D'accord ? C'est comme les gens qui disent je suis en dépression. Non, t'es pas en dépression toute la journée. Il y a bien un moment où tu n'es plus relié à ça, où tu penses à autre chose. Et heureusement, parce que sinon notre cerveau ne le supporterait pas et notre cœur non plus. D'accord ? Donc, au moment où il y a ce chagrin, il s'exprime, on lui crée la place et on le laisse s'exprimer. Il y a cette question des enfants qui revient souvent. On va où quand on meurt ? Alors, on va où quand on meurt ? Qui est un vrai piège pour les parents. Alors, il y a des parents qui disent on va au ciel. Et j'ai des enfants qui me disent mais maman elle m'a dit que papa il est au ciel, mais moi je l'ai vu, ils l'ont mis dans la terre. Mais oui. Mais c'est tellement logique. C'est tellement du bon sens. C'est tellement du bon sens. Vous voyez ? Donc là, il est important d'expliquer en fait cette dissociation qui se fait au moment de la mort. C'est la dissociation de quoi ? Du corps et de l'âme. L'âme, elle est éternelle. Ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, que l'on croit ou qu'on ne croit pas, on sait tous que l'être humain, il est animé par une âme. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'anime. D'accord ? Cette âme. Cette énergie vitale. Ça m'arrange parce que moi je suis animateur. Voilà. Eh ben oui, vous animez exactement. Non, mais vous mettez animateur, ça veut dire donner de l'âme à. Donner de l'âme à, donner du mouvement à. Ouais. Mais le corps, une fois que l'âme est sortie, le corps n'est plus en mouvement. Les yeux sont fermés ou ouverts, d'accord ? Le corps n'est plus en mouvement. Donc le corps, moi c'est ce que je dis aux enfants, je dis oui, le corps parce qu'il est périssable, donc on le redonne à la terre. D'accord ? On le met en terre, parce que dans certains rituels... Alors après, les croyances, il y a des personnes qui vont brûler le corps, il y a des personnes qui vont l'enterrer, il y a des personnes... D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils font d'autre, je ne sais pas. Et on brûle ou on enterre, je crois, c'est tout. Je ne sais pas si on fait autre chose. Voilà. Ou on le donne à la mer. Il y a des gens qui donnent ça aussi, le corps à la mer. Voilà. Donc, qui le jettent par-dessus le bateau et tout ça. Bref, le corps, ça y est, il est périssable, il est arrivé à son terme. Mais l'âme, elle est toujours vivante. Mais je n'ai pas la capacité de la voir avec mes yeux physiques.
mais je peux le voir avec les yeux de mon cœur. Et donc, on est dans le monde des esprits. Moi, c'est ce que je dis aux enfants. Je dis, tu sais, il y a comme un monde parallèle où c'est comme une salle d'attente. Alors moi, je l'explique comme ça. D'accord, le barzakh d'ailleurs, une salle d'attente où les gens, une fois ça y est, qu'ils sont arrivés, ils vont attendre ce moment-là. Ils vont être dans cet endroit et ils vont attendre. Ils vont attendre quoi ? Que tu les rejoignes. Que tu les rejoins. Pour ensuite, à ce moment-là, il y a une célébration qui va se faire. On va célébrer la vie d'une autre manière. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Donc, je le dis, toi, tu es triste parce que tu as beaucoup de peine, parce qu'elle n'est plus là. Tu ne la vois plus, tu ne l'entends plus, tu ne peux plus la prendre dans tes bras. Mais sache qu'elle te voit. Et puis même, regarde, si tu fermes les yeux, tu vas la voir et regarde où est-ce qu'elle se trouve. Et généralement, les enfants me disent, je la vois, elle est à côté d'un arbre, elle est dans un jardin, elle est à cet endroit, tu sais, elle est en train de me parler, en train de faire ce qu'elle aime. Vous voyez ? Donc ça, il ne faut pas avoir peur de dire des choses comme ça. Allez, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez commenter les émissions et poser des questions sous les émissions en commentaire. Absolument. On a énormément de questions pour nous demander de refaire une émission sur la communication non violente, la CNV, et sur les colères, de comment gérer les colères des enfants, Karima. Donc c'est promis, on le fera très prochainement. Avec plaisir. Merci. Belle journée. Karima, mercredi, vous êtes en vadrouille ? Mercredi prochain, oui, je suis en vadrouille. Oui, je serai. On retrouvera le mercredi d'après. Absolument. Rassurez-nous. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.